Monsieur Abdelhak Basso, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation sur Panora Post. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, je rappelle que vous êtes, bon, on ne vous présente plus, hein, vous êtes senior fellow au Policy Center for the New South, spécialisé dans les études et stratégies de sécurité et de défense. Vous avez occupé plusieurs fonctions au sein de la Direction générale de la sécurité nationale marocaine, où vous avez été chef de division des frontières, bon, de 2018 à 1997, et aussi ancien directeur de l'Institut royal de police à 1998. Vous avez exercé plusieurs fonctions, notamment chef de la sécurité régionale dans quelques régions et aussi chef central d'intelligence de 2006 à 2009. On va s'arrêter là. Sinon, on va passer presque toute une demi-journée à vous présenter. Alors, M. Basso, on va parler du Mali. Voilà, on va parler du Mali, du terrorisme, du Sahel, tout ça. Parce que vraiment, c'est une question aujourd'hui d'actualité qui polarise beaucoup d'attention, notamment les grandes puissances. Alors, M. Basso, moi, la question que je voudrais poser par rapport à ça, c'est est-ce que le Sahel est-il en passe de devenir le nouveau Moyen-Orient? Oui, enfin, beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes, beaucoup de médias ont un peu cette tentation de faire la comparaison ou d'assimiler un cas à l'autre. Je dirais que si la question concerne le simple fait de la conflictualité, de la violence du terrorisme, on serait tenté de répondre que oui. Maintenant, s'il faut aller dans les détails de la comparaison, je crois que la réponse serait plus mitigée. Donc, par exemple, au Moyen-Orient, vous avez des structures de conflictualité qui sont là depuis longtemps. Je citerai le conflit israélo-palestinien, par exemple, qui est à l'origine de presque toute la conflictualité dans la zone et c'est un conflit qui a embrasé un peu toute la région parce que c'est un conflit israélo-palestinien, c'est un conflit israélo-arabe, c'est un conflit israélo-musulman. Il y a également un autre levier de cette conflictualité, c'est l'hostilité qui caractérise les relations entre les pays arabes et l'Iran et qui se place sous une double dimension. Une dimension ethnique, arabo-perse d'un côté et, si vous voulez, religieuse, sunnite chiite de l'autre. Il y a également le Moyen-Orient, c'est la richesse en hydrocarbures, notamment pays du Golfe et Iran. Également, si on parle du Moyen-Orient, on parle du contrôle de 3 passages maritimes, le détroit de Bab el-Mandeb, le canal de Suez et le détroit d'Ormuz. Est-ce que toutes ces conditions-là existent au Sahel? Est-ce que c'est des conditions similaires, semblables? À mon avis, il faut vraiment faire de l'effort pour faire concorder la région du Sahel avec le Moyen-Orient, parce qu'au Sahel, bon, il y a des richesses, oui, mais sans comparaison avec le pétrole du Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a au Sahel un conflit aussi ancien et aussi mobilisateur que celui israélo-arabe je crois que ça fait défaut au Sahel. Nous n'avons pas ce socle de conflictualité. Est-ce qu'il y a au Sahel une relation aussi tendue que celle entre l'Iran et les pays arabes? Je ne crois pas. Est-ce que le Sahel a une position stratégique comparable à celle du contrôle de 3 passages maritimes? Également non. Donc, je crois que on peut dire que l'extrémisme religieux qui a pris naissance au Moyen-Orient avec le Qaïda, et depuis la guerre d'Afghanistan et l'invasion de l'Irak, est en train de se déplacer peut-être en Afrique en général, au Sahel en particulier. Mais je ne crois pas finalement que le Sahel puisse vraiment devenir le Moyen-Orient. Ça va être une zone de tension, ça va être une zone de turbulence, une zone de violence, mais pas le Moyen-Orient. Alors, quand on dit ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une affluence des grandes puissances aujourd'hui. Presque toutes les grandes puissances sont là-bas. Alors, qu'est-ce qui les fait courir? Qu'est-ce qui polarise en fait cette accroche au niveau du Sahel? Bon, on ne peut se fier qu'à... C'est-à-dire chacun raconte quelque chose, chacun essaie de les voir de sa manière. Bon, on constate, on essaie de comprendre.
On peut expliquer cette course dans un premier temps par la rivalité autour des richesses et des matières premières. L'or au Mali, l'uranium au Niger sont un exemple de cette course vers, disons, mais on se rend compte vite que le Sahel ou le Mali ne sont pas les régions les plus riches d'Afrique. Alors, pourquoi pas ailleurs, là où il y a plus de richesses? Donc, exactement. Ouais. Ceci va nous pousser peut-être à chercher ailleurs, à chercher d'autres raisons. Donc, il y a peut-être les motivations, d'abord les motivations déclarées par les puissances. Ce qu'ils déclarent. C'est quoi? Et ils déclarent que c'est tourne autour de la paix mondiale, de la sécurité mondiale, de la sécurité de l'Europe, de la... Bon. Ces puissances déclarent également qu'ils ont été appelés par des gouvernements en place pour éviter une faillite de l'État. Ça en place également cette présence au Sahel ou cette course vers le Sahel par la participation à la lutte internationale mondiale contre le terrorisme. Donc, on essaie de justifier également par ça. Maintenant, il est difficile de croire que les puissances interviennent et subissent des pertes. Les Français ont perdu 56 soldats au Mali pour rien, comme ça, c'est-à-dire pour les beaux yeux du Sahel, ça m'étonnerait. À ce moment-là, on peut peut-être se tourner vers le fait que le Sahel est une zone de turbulence qui donne un prétexte d'intervention et même une raison de présence permanente. Donc, on a vu que Barkhane, au début, servait pour une année en 2013, ensuite Barkhane qui s'installe dans la durée. Et donc, si on veut être présent quelque part, ce climat de turbulence est un beau prétexte pour s'installer. Et donc, cette présence permanente au Sahel permet d'être plus proche, à mon avis, de l'Afrique de l'Ouest, une zone encore plus riche et plus stratégique. On ne peut pas aller se positionner ou s'installer au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ou dans des pays qui sont là, puissants par eux-mêmes et qui peuvent se débrouiller. Il n'y a pas de prétexte pour y pénétrer. Donc, je crois qu'on s'installe le plus proche de l'Afrique atlantique, Afrique de l'Ouest, qui est une zone plus intéressante. Et le Sahel nous donne et les conditions et le prétexte d'être présent, mais je crois que le véritable objet de la présence, c'est beaucoup plus l'Afrique atlantique. La Russie, par exemple, la Russie présente au Soudan, donc en mer Rouge, regarde vers la Libye pour ouvrir le corridor vers la Méditerranée, mais également une installation au Mali donnerait également l'occasion d'ouvrir un corridor entre mer Rouge et Atlantique. Je crois que les visions sont stratégiques et à mon avis, ce n'est pas vraiment le Sahel qui est visé, mais le Sahel est une zone qui permet d'avoir des bases de s'installer. Oui, d'accord. Bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est la France qui a la mainmise dans cette partie de l'Afrique, comme l'Afrique de l'Ouest. Donc, en réalité, si la France veut avoir une mainmise du point de vue militaire, déjà la France a des bases militaires en Afrique de l'Ouest. Ça date des anciennes, en fait, des anciens accords entre la France et ses colonies. Donc, en réalité, la question est une question géostratégique et militaire. Après, la recherche viendra, ce qu'on pourrait pas penser. Voilà. Alors, mais de tout ça aujourd'hui, on parle de, restons dans le cadre du terrorisme. Et on sait que le terrorisme, souvent, c'est un combat multinational. Pourquoi les Nations Unies et l'UA aujourd'hui ne se sont pas penchés sur cette question en Afrique? On laisse la France, les autres puissances, même la Russie aujourd'hui qui vient, pour essayer de jouer sa partition. Oui, il y a le fait de se pencher, les Nations Unies se penchent sur les questions de terrorisme dans toutes les régions. On voit des résolutions, on voit certains manuels de lutte contre le terrorisme, on voit certains conseils donnés aux pays, mais l'ONU et l'OIA sont déjà au Mali à travers la MINUSMA. Oui, donc, on voit qu'ils sont déjà là. Mais les deux organisations ne peuvent pas mobiliser des armées pour le combat, pour lutter. Ils n'ont pas vocation, l'ONU n'a pas vocation à faire la guerre.
Alors, l'UA, c'est un peu un cas spécial, l'Union. Normalement, l'Union africaine dispose de ce qu'on appelle les stand-by forces, les forces africaines en attente. Et là, voilà une question, ça fait plus de 10 ans, on est en 12-13 ans, qu'on attend ces forces, est-ce qu'ils sont opérationnels, est-ce qu'ils ne sont pas opérationnels, est-ce qu'on va les faire bouger, est-ce qu'ils vont intervenir, est-ce qu'ils vont faire quelque chose. Mais c'est vraiment le brouillard total autour de cette force africaine en attente. C'est quoi? Ou bien il n'est pas là, on n'en parle plus, ou bien il est là et c'est l'occasion pour elle d'intervenir, de faire quelque chose. Mais maintenant, il faudrait aussi s'intéresser à son alter ego, la CARIC, la capacité de réaction immédiate aux crises. Eh bien, au Sahel, il n'y a ni réaction immédiate, ni réaction lente. Il n'y a rien. On ne sait pas qu'est-ce que c'est la CARIC. Est-ce que c'est encore là? Est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est depuis 2013 que ça a été installé? On ne sait pas, on se réveille. Donc, il faut vraiment se demander si l'Union africaine dispose de moyens pour être autonome stratégiquement parlant. Le continent, je crois, vit encore au point de vue de ces crises, de toutes sur le monde des puissances étrangères. Mais mieux, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de réunion dédiée à cette crise. C'est ça le problème, en fait, en réalité. C'est peut-être aussi que l'Afrique a compris que parler, quand on n'arrive pas, quand on ne peut pas agir, finalement, rien à faire. À l'ONU, l'organe qui décide, c'est le Conseil de sécurité. Les 5 du Conseil de sécurité sont elles-mêmes des puissances en rivalité dans la région. Et donc, ils ont leurs intérêts divergents. Donc, si on prend la pauvreté de l'Afrique d'une part, la divergence des intérêts des grandes puissances d'une part, cela fait que ni l'UA, c'est-à-dire l'Union africaine, ni l'ONU ne peuvent faire plus que ce qu'ils ne font. Non, pourquoi cette question? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a les Russes qui viennent. Et les Français aujourd'hui qui étaient là-bas, qui ont investi, mais militairement parlant. Et est-ce que ça ne risque pas en fait d'avoir une collision entre les deux grandes puissances? C'est pour ça que je dis, est-ce qu'aujourd'hui, les Nations Unies ne doivent pas venir quand même créer une force d'interposition pour se positionner? Ou bien, en tout cas, parce que si on laisse comme ça peut aller, ça va dégénérer. Donc déjà, vous avez 2 grands du Conseil de sécurité, la Russie et la France, qui ont des intérêts divergents, qui sont aujourd'hui en rivalité. Donc, ces 2-là vont bloquer l'ONU, le Conseil de sécurité. Donc, les Russes vont parler d'un langage, les Français vont parler un langage, les Russes seront suivis par les Chinois. La France peut-être sera soutenue par les États-Unis, mais on ne sait pas le Royaume-Uni comment il va réagir. Et donc, le Conseil de sécurité, cet organe qui est censé normalement synchroniser tout ça, coordonner tout ça, il est lui-même partie prenante. Et ça crée un problème. Il y a un problème ici. Les Russes aujourd'hui, s'ils arrivent, c'est que la Russie rêve un peu de son statut d'abord de puissance en tant qu'URSS et puis d'empire en tant qu'empire russe. Ça revient. Et donc, il y a ce retour vers l'Afrique où toutes les puissances sont là. Et là, pour la Russie, c'est vraiment crucial. C'est la seule manière d'expliquer qu'il n'est pas une petite puissance régionale. La France a ses raisons historiques. D'ailleurs, le Mali, pour moi, je crois que c'est une reproduction de ce qui s'est passé en République d'Afrique centrale. Où il y a les mêmes puissances qui sont dans les mêmes conditions. C'est une reproduction. Bon, en tout cas, beaucoup de personnes font cette assimilation entre le Centrafrique et le Mali. Oui. Alors, on va entrer dans un autre point, M. Passou, par rapport en fait aux mouvements terroristes qui sont présentement dans le Grand Sahel. Est-ce que ces mouvements terroristes ne peuvent pas tendre leurs tentacules? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand ils sont chassés d'un côté, ils vont de l'autre côté. Et par rapport maintenant à la tension aujourd'hui au Maghreb, entre le Maroc, l'Algérie, le Polisario de l'autre côté, est-ce que ce n'est pas en fait une base de repli pour les rebelles, pour les terroristes? Entre l'Algérie et le Maroc, bon, je dirais les tensions créées par l'Algérie. Exactement, bien sûr. Le Maroc n'a pas rompu de relations, le Maroc n'a pas cherché à toucher à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Maintenant, il y a toute cette problème. D'ailleurs, si on parle de ce terrorisme au Sahel, il est parti d'où? Il est parti d'Algérie.
Tout à fait. Ce sont les premiers combattants du GSPC qui sont allés dans le nord du Mali. Depuis, on a vu ce terrorisme se développer et aller de plus en plus vers le sud. On a commencé au nord du Mali, on est aujourd'hui aux frontières de la Côte d'Ivoire. C'est le même terrorisme. Et donc, l'Algérie aujourd'hui a une situation chez elle, deux situations. La première, c'est que les Algériens se sont peut-être réveillés et trouvé qu'ils sont en train de perdre du leadership dans la région. Et ils sont en quête d'espace d'hégémonie. Donc, on cherche un peu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut. Et ce Sahel est un espace où on peut. Le deuxième, c'est faire de ce même Sahel un déversoir des problèmes internes. Donc, aller ailleurs, trouver ailleurs, chercher autre chose. Diriger même l'opinion intérieure sur autre chose. D'une part, sur une Algérie victime du Maroc, victime de la France, victime de l'Espagne, victime de tout le monde, et d'autre part sur une Algérie grandiose, qui a les moyens, qui fait des manœuvres militaires, qui fait des choses. Et tout ça est préjudiciable au Sahel. Il est préjudiciable au Sahel parce que tout ce qui se passe au Maghreb, a de l'influence sur le Sahel. Ce terrorisme est né lorsque les terroristes algériens sont allés. Le terrorisme s'est renforcé lorsque la Libye s'est déstabilisée et que les armes de Kadhafi sont passées dans le sud. Maintenant, on se demande si toute entité maghrébine qui cherche à exacerber les problèmes, à aggraver la situation, ne cherche pas au fait à créer plus de tumulte dans le Sahel. Parce que ce tumulte dans le Sahel, justement, si on cherche dans tous les pays, il profite peut-être à l'Algérie dans la mesure où il lui permet de trouver un espace d'hégémonie et de trouver un déversoir pour ses problèmes internes. Oui, mais on parle de connivence. Excusez-moi, M. Bass, on parle de connivence entre l'Algérie et les mouvements terroristes au Sahel. Est-ce qu'après, vous pouvez revenir sur ce point en même temps quand vous terminez? Écoutez, moi, je fais un travail de chercheur et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas de preuves pour vous dire qu'il y a connivence. Parce que ça serait quand même, je ne sais pas, pour moi, si j'avais des preuves, je les dirais, si j'avais des choses qui peuvent étayer. Maintenant, il y a des constats, vous ne faites que constater. D'où, par exemple, moi, je ne sais pas, fin des années 90, est-ce que l'Algérie ne pouvait pas contenir ces terroristes au lieu de les repousser vers le sud? Parce qu'au fait, quand vous voyez tactiquement ce qui s'est passé, on les a repoussés vers le sud. Bien, qu'est-ce qui empêchait? Parce que qu'est-ce qui empêchait l'Algérie, en accord avec le Mali, de poursuivre ces gens lorsqu'ils sont allés dans le nord du Mali? On nous dira que l'Algérie avait un principe de ne pas dépasser ses frontières. Aujourd'hui, l'Algérie a dépassé ce problème. Ils viennent de changer dans leur constitution, donc à autoriser leurs armées. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait dans le temps? Mais je n'ai pas de preuves réelles pour dire que oui, il y a connivence entre l'Algérie et D'accord. seulement, des fois, quand vous commencez une investigation, vous dites à qui profite le crime. Tout à fait. Parce qu'il y a un faisceau d'indices qui s'est posé, comme vous avez dit tout de suite, en fait. Notamment quand il pouvait éliminer le terrorisme, il a repoussé carrément. C'est comme si après, on entretient quelque chose pour après essayer de le récupérer plus tard. Voilà. Si on ne peut pas aller jusqu'à dire entretenir, si on n'a pas de preuves, du moins on ferme les yeux pour laisser certaines choses se passer parce qu'ils vont dans nos intérêts. Donc l'Algérie a peut-être fermé les yeux en laissant ces gens-là partir sur le nord du Mali. D'ailleurs, même quand l'armement libyen est passé au Mali, une partie de cet armement est passée par le territoire algérien. Tout ça nous laisse poser la question. Je n'accuse pas, je me pose la question.
Tout à fait. En tant que chercheur, vous posez des questions et vous travaillez sur la base de faits. De fait, oui. Et quand je me pose la question, c'est-à-dire instaurer le débat, demander aux gens, chacun de penser, de voir. Est-ce que l'Atlantique, aujourd'hui, Oui. est suffisamment sécurisé pour que les terroristes ne puissent pas s'installer dans cette partie? Parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est le contrôle de l'Atlantique, ou bien accéder à l'Atlantique. Quand je parle de l'Atlantique, je parle de toute l'Atlantique jusqu'au Maroc. Quand je parle du Maroc, il y a le Polisario qui essaie de faire des petits trucs à côté pour ouvrir un corridor, dit-on, à l'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Atlantique est menacé? L'Atlantique, oui. De toute façon, il est menacé parce que le terrorisme ou ceux qui soutiennent ce terrorisme en font un objectif. Donc, c'est une menace. Maintenant, on doit calculer le rapport, le risque. Il y a une menace terroriste, il y a une cible qui est les États de l'Atlantique. Quelle est la probabilité que cette menace atteigne cette cible? C'est ça le risque. Alors, pour voir ce risque, pour revenir au danger du terrorisme, oui, il est dangereux, oui, il a les moyens de le faire. Côté cible, est-ce que la cible a de la résilience? Est-ce que la cible est bien gardée? Est-ce que ceux qui gardent cette cible la protègent bien? Bien là, vu les États, pour le moment, ils ont des capacités. On a vu les 2 interventions de la Côte d'Ivoire dans le nord, donc le Sénégal s'en sort. Il y a un pays qui est très grand, mais qui est toujours aux prises avec le terrorisme, c'est le Nigeria. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, qu'on parle du Sahel, qu'on oublie le bassin du lac Tchad. Certains se disent que c'est 4000 ou 5000 km, mais 4000 ou 5000 km, c'est rien du tout. Quand on parle des phénomènes, de la manière dont ils… Maintenant, l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest, il faudrait qu'il ait cette perception du danger de manière égale chez tous les pays. Il ne faut pas que l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest se dise « moi, sur la côte atlantique, je suis là, je suis peut-être… Et une fois qu'ils se disent que oui, la situation est dangereuse, il faudrait qu'ils soient convaincus « je ne peux pas vaincre le terrorisme tout seul. Il faut que je sois solidaire des autres. » Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'avais écrit un papier, je crois, en 2018, pour dire que le Burkina Faso est un verrou qui ne doit pas sauter. Eh bien, il a sauté. Ouais. Si on s'était mis solidairement, toute l'Afrique de l'Ouest, à venir dresser ce mur, confiner ce terrorisme au Sahel, d'abord, le confiner au Sahel, d'abord, ne pas lui permettre de partir. Et le combattre au Sahel par la suite, une fois confiné au Sahel, le combattre. Mais ces actions-là ne se sont pas terminées. En parlant tout à l'heure de la force africaine en attente, il paraît que le bataillon de l'Afrique de l'Ouest est l'un des plus opérationnels. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Parce que sa mission, c'est de défendre l'Afrique de l'Ouest. Et défendre l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, je crois que la question primordiale, c'est de dresser ce mur entre la partie sahélienne et la partie maritime, et la partie atlantique. En étant solidaires, en y pensant tous, en ayant la même perception du danger et en étant solidaires des autres. Il ne faut pas qu'un pays croie que moi j'ai les moyens, je suis là. De toute façon, la puissance de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria, et le Nigeria est en difficulté avec Boko Haram. Donc, personne ne peut faire ça tout seul. D'accord. Merci beaucoup, M. Bassou. Merci, Mohamed. À la prochaine. Merci à la prochaine. Allez, au revoir.